Dans ce nouvel épisode de podcast de la vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver pour parler de ce sujet qui, comme souvent, m'a été inspiré suite à un coaching avec une de mes clientes, cette ambivalence dans la dépendance affective, dans nos relations, surtout quand on est dans des schémas dysfonctionnels et qu'on a envie d'aller vers une relation saine. Je voulais vous en parler parce que suite à ce coaching, je me suis moi-même questionnée sur comment je vivais cette ambivalence quand j'étais dans des relations de dépendance affective, quand moi-même j'étais dans un schéma relationnel dysfonctionnel. Et je me suis dit, j'ai plein de choses à dire, donc évidemment, on allume le micro, on allume la caméra et on en fait un épisode à part entière. Est-ce que déjà, vous vous êtes déjà dit, moi, je veux une relation saine, tout en restant dans une relation qui vous fait du mal, qui est dysfonctionnelle et qui, de toute façon, est pas saine du tout? En fait, ce paradoxe-là, c'est clairement toujours, je veux quelque chose et je fais systématiquement l'inverse. Combien de personnes je coach, ou en tout cas qui viennent jusqu'à moi, déjà dans un premier temps, et qui me disent, moi j'en ai marre, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie que ce soit simple, j'ai envie que ce soit fluide, j'ai envie qu'on communique, j'ai envie d'une personne qui s'engage, alors qu'elles sont à ce moment-là dans des relations qui sont dysfonctionnelles, et elles en ont conscience en plus. Alors bien sûr, il y a tout un schéma du pourquoi on reste dans ces relations-là, mais c'est pour vous montrer en fait que quand je creuse, généralement, je vois qu'il y a plus que ça. En gros, c'est un peu le je veux la paix mais je choisis la guerre, parce qu'il y a quelque part soit un bénéfice caché qui fait que vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes, soit parce que il y a en tout cas des croyances, il y a tout un pattern qui fait que vous êtes dans cette dynamique-là, ou alors on va y venir dans l'auto-sabotage. L'objectif de cet épisode de podcast, c'est pas de vous culpabiliser. Évidemment, c'est surtout de comprendre pourquoi, d'identifier ces patterns. Donc les patterns, c'est nos schémas, et trouver des pistes d'exploration et voire même des pistes de sortie. Pour moi, ça, c'est hyper important. Donc pourquoi on est dans ce truc-là où finalement nos actes et nos paroles se contredisent? Pourquoi on est dans cette ambivalence-là? Donc je vais vous parler des ambivalences qui sont pour moi les plus courantes. Donc c'est ce truc-là, hein, comme je vous disais, c'est un peu le je veux la paix mais je choisis la guerre. J'ai envie d'être dans une relation saine mais je suis dans des schémas toxiques. J'ai envie d'être avec quelqu'un à 100% disponible pour moi mais je suis toujours attirée par des personnes qui sont indisponibles. Euh, et d'être dans des relations toxiques alors qu'on veut une certaine stabilité. C'est tout un mécanisme d'auto-sabotage qu'on a, et pourquoi on en est là. Donc il y a, pour moi, la première ambivalence, c'est celle du chaos versus la sérénité. Donc les relations toxiques versus une relation saine. C'est un peu le piège et la peur de l'ennui généralement qui nous amène vers ça. C'est de confondre la paix et la sérénité avec ce qui peut être une relation sans saveur, comme j'aime bien dire, ou un peu plate, ou en tout cas qui ne vous fasse pas vibrer. Quand on est dans la dépendance affective, je trouve qu'on a un peu ce truc-là d'avoir envie de vibrer. J'ai beaucoup ces mots-là, ce champ lexical-là autour de moi, chez mes clientes, c'est mais j'ai peur de ne pas vibrer autant, j'ai peur de ne pas autant trouver quelqu'un avec qui je connecte. Alors qu'en réalité, on peut trouver quelqu'un avec qui on connecte, avec qui on vibre, sans pour autant que ce soit toxique, sans pour autant qu'on ne soit pas sereine. Donc le but, c'est d'aller vers ça. C'est en fait d'essayer de comprendre quelles sont les croyances qu'on a autour d'une relation saine, autour d'une personne qui va être gentille, bienveillante, qui va vouloir s'engager. C'est pourquoi ça ne nous excite pas à ce point-là. Pourquoi quand on rencontre une personne qui est bien sous tout rapport, ce truc de mais en fait j'ai rien à te reprocher, et pourtant on n'a pas le truc. Alors, ça peut exister dans certains cas, mais souvent c'est, en fait, j'ai pas encore accepté et compris et intégré que je pouvais aussi mériter ça, et qu'une relation comme celle-là pouvait aussi m'épanouir, et que c'est pas que dans les trucs où il y a la fusion, où il y a ce chaud-froid, le truc de la personne elle est là, un coup elle est pas là, et ce trouble un peu obsessionnel qu'on va chercher finalement dans nos relations, et qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre la rencontre dans une relation saine et engagée et sereine. Ensuite, il y a l'ambivalence de l'engagement. C'est je veux quelqu'un de disponible, mais je suis attirée par des personnes qui ont un attachement évitant.
classique de la dépendance affective, j'en parlais dans mon dernier podcast. C'est un peu pourquoi quand on a un attachement anxieux, donc l'attachement anxieux c'est principalement l'attachement qui est lié à la dépendance affective, je suis attirée par des personnes qui ont un attachement évitant. C'est un peu le syndrome du fruit défendu. C'est un peu le truc du challenge, en fait, le goût du challenge, le goût du défi dans la relation. Et ça, beaucoup de mes clientes, y sont confrontés. Je pense qu'il y a un truc lié au besoin de validation. C'est notre envie et notre besoin d'être choisi par l'autre. Et donc, j'ai envie d'être dans un cheminement, un mécanisme où je vais devoir prouver que je suis l'élu, que je suis la personne que l'autre va choisir. Quelque part, je sais que la personne, elle ne veut pas s'engager, je sais que la personne, elle est un peu inaccessible et indisponible, et donc moi, je vais me mettre dans cette posture-là où finalement, je vais aller gagner son cœur. Il y a vraiment cette notion de gain, de moi, je vais réussir à avoir son cœur. Donc, il y a ça, et il peut y avoir chez certaines personnes, et ça je sais que ça peut paraître fou et que vous n'avez pas toujours conscience parce que sous prétexte que vous êtes dans la dépendance affective, que vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous ne le voyez pas, c'est la peur inconsciente de l'intimité véritable. C'est-à-dire que vous allez avoir peur finalement de vraiment connecter avec quelqu'un parce que derrière ça, il y a plein de peurs qui sont la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, la peur de vous sentir abandonné parce que je vous le rappelle, dépendance affective égale syndrome d'abandon ou syndrome d'abandon égale dépendance affective. Donc du coup, il y a toutes ces peurs que vous continuez d'avoir et d'alimenter. Quand vous êtes avec des personnes qui, au moins, vous le savez, ne veulent pas s'engager, vous prenez moins de risques, vous savez qu'elle va se barrer. Alors que quand vous êtes confronté à une personne qui a envie de s'engager, c'est trop gros en fait, cette peur de je vais être intime avec quelqu'un, je vais vraiment m'ouvrir et donc je peux souffrir derrière. Et vous avez l'ambivalence de l'action qui est je veux rencontrer du monde. Alors ça, je sais que ça va pas trop faire plaisir et surtout je sais que mon discours il peut être un peu controversé. Et moi-même, je vais émettre certaines nuances, mais c'est un peu l'ambivalence de l'action. C'est-à-dire, je veux rencontrer des personnes, mais clairement, je ne sors pas de chez moi. Enfin, j'ai une personne très très proche de moi à qui je disais ça pendant longtemps, qui en fait râlait parce que elle ne rencontrait personne, parce qu'elle en avait marre d'être seule, mais par contre, elle restait sur son canapé, enfermée chez elle, pendant parfois des jours et des jours, à sortir juste pour faire ses courses. Alors oui, si vous avez de la chance et que votre personne est là, vous allez peut-être la rencontrer en faisant vos courses, mais c'est aussi ce truc de il y a un moment, il faut aussi provoquer la chance. Et ça, j'en suis convaincue. Parfois, ça vous tombe dessus, entre guillemets, mais c'est aussi parce que vous faites des choses dans la vie qui font que vous êtes plus susceptible de rencontrer du monde et de connecter avec des personnes. Et pour moi, il y a aussi un truc en plus, c'est vraiment l'ouverture. C'est-à-dire que oui, vous pouvez sortir, vous pouvez même être tout le temps dehors et faire en sorte de rencontrer du monde. Mais si vous-même, vous n'êtes pas dans un amour-propre hyper fort et que vous ne pensez pas que quelqu'un puisse être attiré par vous et que vous avez tellement de peur d'auto-saboter la relation, vous allez de toute façon créer une espèce d'ambiance où vous allez rejeter l'autre sans même le vouloir. Mais pour moi, voilà, c'est hyper important de trouver le juste milieu entre cette attente-là, que vous pensez magique, comme si quelqu'un un jour allait toquer à votre porte en mode « Coucou, c'est moi, c'est bon, on peut s'engager ». Même comme ça, vous seriez capable de le rejeter en vrai. Mais le juste équilibre entre ça et la prise de responsabilité en se disant « Ok, en fait, peut-être que moi aussi, je peux faire des choses. Peut-être que moi aussi, je peux essayer de connecter à des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. » Je pense à une de mes clientes qui adore différents sports, etc. et qui, en fait, reste chez elle et fait les choses un petit peu seule, alors qu'aujourd'hui, si vous aimez courir, il y a des clubs de running ou comment on appelle ça d'ailleurs? En gros, des groupes où vous pouvez aller courir le soir avec des personnes. Si vous aimez l'escalade, allez faire de l'escalade avec des personnes, aller dans des cours, aller dans des assos. Je ne sais pas, faites quelque chose, mais en tout cas, essayez de créer aussi
les opportunités. Maintenant, je pense que ce qui va compter, c'est aussi l'intention avec laquelle vous y allez. Si vous y allez que pour ça et que vous allez guetter la première personne qui va un peu vous plaire, je pense que vous n'y allez pas dans une bonne intention non plus, parce que vous n'y allez pas dans le but de connecter, mais vous y allez dans le but d'aller chercher l'homme de votre vie. Vous imaginez la pression que ça peut mettre aussi juste au sein d'une rencontre. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ça, c'est un travail qu'on fait évidemment en coaching, mais c'est un travail que vous pouvez faire indépendamment d'un accompagnement. C'est déjà de commencer à reconnaître vos propres contradictions. Et ça, je le fais beaucoup avec mes clients, parce qu'en fait, on n'a pas toujours conscience qu'on est notre propre frein et qu'on a nos propres croyances qui nous empêchent finalement de construire une relation saine. Donc déjà, voilà, les reconnaître, et ensuite de reconnaître aussi quand est-ce que vous vous auto-sabotez et quand est-ce que vous vous êtes saboté à un moment dans les relations, quand est-ce que vous avez soit poussé l'autre vers la sortie, soit que vous êtes parti justement parce que ça devenait soit trop sérieux, soit parce que finalement la personne voulait s'engager, vous avez dit non, finalement cette personne elle ne me correspond pas, ou finalement elle ne m'intéresse pas. Allez quand même creuser ce qui s'est passé dans ces moments-là. Aussi peut-être les mécanismes où vous êtes hyper emballé dès le début. Moi, je vous invite vraiment à creuser ça. C'est pourquoi je m'emballe en fait. Et est-ce que je m'emballe à chaque personne que je rencontre? Si oui, pourquoi? Est-ce que ce qui fait que je m'emballe, c'est vraiment la personne qui elle est et ce que j'aime chez elle? Ou c'est pas, je m'emballe parce que j'ai tellement peur de la perdre que j'ai envie de la verrouiller pour me dire que peut-être à un moment on va être en couple? Et il y a un autre signal aussi que vous pouvez voir, c'est quand vous vous plaignez des mêmes choses dans chaque relation. Là, forcément, il y a peut-être un pattern à aller creuser, à aller observer, et pourquoi vous êtes toujours dans ces situations-là dans vos relations. Ensuite, il y a le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est dans cette ambivalence-là? Donc, tous les mécanismes psychologiques. Vous avez cette zone de confort toxique. Ça, je vous en parle toujours, mais je pense que j'ai jamais assez de vous le répéter. C'est pourquoi le chaos vous rassure. Parce que votre cerveau préfère ce qui est familier, même si c'est douloureux. Donc ça peut être soit vous avez grandi dans un environnement qui est pas sain, qui est toxique, où on vous a pas mis en valeur, ou peut-être vous étiez en compétition avec un membre de votre famille. C'est hyper toxique pour un enfant. Donc, ce que vous allez chercher dans vos relations, c'est aussi finalement ce chaud-froid, ou le fait de devoir prouver que vous êtes une bonne personne, ou en tout cas peut-être un environnement dans lequel vous avez été aimé conditionnellement, soit on vous félicitait quand vous avez des bonnes notes, vous aviez l'impression que l'amour venait de ça, ou vous avez dû vous faire un peu petit parce que sinon vous réveillez la colère d'un parent. Donc ça, c'est aussi toxique. Donc il y a ce côté un peu être rassuré par le chaos. Ça peut aussi se comprendre dans les relations. En tout cas, si vous avez grandi dans un environnement instable, quel qu'il soit, c'est possible que vous vous reconnaissiez dans la zone de confort toxique. Ensuite, il y a malheureusement l'addiction à l'adrénaline relationnelle. Donc ça, je vous en parle très souvent. Je pense que j'en ai parlé souvent dans mes derniers podcasts. J'avoue que je ne sais jamais dans quel ordre je fais les choses et dans quel podcast j'ai parlé de quoi. Mais je parle beaucoup de ce cocktail-là entre la dopamine et le cortisol. Le fait d'avoir un coup de stress. C'est la première fois que vous écoutez quand même. Je vais vous faire un petit topo, mais en gros, ce qui se passe, c'est que hormonalement, il y a des choses qui se passent dans notre corps quand on est au contact d'une personne, quand on rentre dans une relation. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne va du coup créer de la distance. Donc là, on va avoir un pic de cortisol, ce qui est le stress en fait dans le corps. Voilà, la panique, vouloir stalker, pas comprendre ce qui se passe, etc. Et en fait, dès que la personne revient et vous donne de l'attention, ça vous donne un shot de dopamine. Et en fait, on devient accro à ça. C'est ce qui crée en fait l'obsession de ces relations un peu tumultueuses. C'est cette obsession-là de cortisol/dopamine qui est donnée. Et en fait, on le sait, moi je dis souvent que j'avais vraiment l'impression de prendre un peu ma dose de drogue dès que je recevais un message, dès que la personne elle voulait bien me voir, versus quand j'étais dans la panique, quand j'avais pas de nouvelles, etc. etc. Donc, il y a un peu ça qui se passe, c'est quelle est la comparaison qu'on fait avec des relations qui sont stables et saines, c'est qu'en fait, il n'y a pas ce shot de dopamine, et que la dopamine, en fait, elle vient et elle est assez constante finalement, et qu'il y a moins ce truc de montagne russe auquel on est accro normalement. C'est pour ça que parfois, on a l'impression de ne pas être amoureux
quand on rencontre une personne saine, c'est qu'en fait, on ne comprend pas ce qui se passe puisqu'on a toujours été habitué à quelque chose d'hyper intense et hyper fort, en fait, hyper souffrant. Donc voilà, et ensuite, je le disais dans mon dernier podcast, il y a toutes les blessures d'attachement entre les schémas anxieux évitants. On peut appeler ça désorganisé, mais je ne suis pas venue sur ce terrain-là la dernière fois. Mais en tout cas, vous êtes probablement dans un schéma anxieux, peut-être évitant, et vous pouvez aussi être accro à ce que la personne vous donne complètement. Donc, il y a quelque chose à aller voir aussi sur qu'est-ce que je recrée inconsciemment de mon enfance, de mes blessures d'enfance. Il y a aussi, du coup, lié à ce que vous avez vécu potentiellement enfant, c'est toutes les croyances / fausses croyances qui vont vous piéger. C'est-à-dire que vous pouvez croire que l'amour, c'est aussi lié à la souffrance. Je l'ai fait avec mes clientes de mon programme Blossom, qui est un programme de groupe. C'est finalement, qu'est-ce qu'on a comme croyance autour de l'amour, qu'est-ce qu'on a comme croyance autour des relations, du couple, de l'homme, de la femme. Faites déjà cet exercice-là parce que ça va en dire long sur vos comportements dans vos relations. Moi, j'avoue que, pour vous donner un exemple, j'ai pas eu de modèle toxique puisque je considère avoir eu cette chance d'ailleurs, d'avoir été élevée dans un environnement plutôt stable avec des parents très amoureux, très sains l'un envers l'autre. Mais j'ai compris aujourd'hui, à mon grand âge, que finalement, il y avait eu des modèles au sein de ma famille ou des discours peut-être inconscients de ma mère sur les hommes. Et je sais que ça a inconsciemment influencé ce que moi j'ai pu en penser pendant longtemps. Et aussi, malheureusement, des choses que j'ai vécues dans mon enfance et qui ont fait que j'avais pas une très bonne estime de soi. Et donc, j'allais aussi la chercher chez les hommes. Il y a plein d'autres choses qui se jouent évidemment et que j'ai été creusée dans différentes thérapies. Mais ça peut être intéressant d'aller voir quel est votre modèle et qu'est-ce qu'on vous a raconté sur les hommes, les femmes, le couple, les relations, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Il y a aussi le mythe de la difficulté, c'est-à-dire si c'est facile, c'est que c'est pas de l'amour. En gros, si tu ressens pas les papillons dans le ventre, si c'est pas hyper intense, c'est peut-être que c'est pas de l'amour et que ça vaut pas le coup. Il y a ce qui est lié à l'estime de soi, donc le fait de penser qu'on mérite pas mieux. Il y a aussi, je le dis en gros, ce fantasme du sauveur et ce syndrome du sauveur-là, le fait de penser que la personne, elle va changer. Ça, je trouve que c'est important quand même de le notifier, puisque on est beaucoup des sauveurs dans la dépendance affective. Et la peur de l'abandon versus la peur de l'engagement, je le disais, mais ça vient se confronter, puisque la peur de l'abandon fait qu'on a envie d'être dans une relation, mais elle fait aussi qu'on a peur de s'engager par peur d'être de nouveau abandonné. Et du coup, comment on va casser ces patterns-là? Comment on vient casser ces schémas? C'est quoi la sortie de secours quand on est là-dedans? La dernière fois, on m'a dit « mais tu donnes pas de solution ». Dans mon dernier podcast d'ailleurs, et je trouve ça intéressant de vous le dire, parce qu'on m'a dit « ouais mais en fait, tu nous expliques pas comment vivre avec l'attachement anxieux et comment vivre avec l'attachement anxieux avec quelqu'un d'évitant ». Alors que, en fait, ce que je vous répète, et je ne cesserai de le répéter, c'est que d'abord, pourquoi vous avez envie de vivre avec un attachement anxieux? Parce qu'on peut apprendre à mieux vivre avec et on peut aussi apprendre à se dire peut-être que là, j'ai envie d'aller vers un attachement qui soit sécure pour moi. Et c'est ça la vraie solution. C'est en fait de travailler suffisamment sur soi pour arriver à avoir un attachement sécure et donc à ne plus être dans ces schémas-là. Pour moi, c'est ça la vraie sortie de secours, mais on va en voir d'autres. Donc d'abord, il y a tout ce qui est lié à la prise de conscience. Donc d'abord, s'observer. Ça, c'est toujours le premier exercice que je donne en coaching. Avant même le premier coaching, juste après, c'est OK, on a fait le point sur la situation. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu t'observes. C'est que tu regardes comment tu te sens au quotidien. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes croyances? Qu'est-ce que tu vis dans la relation que tu es en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que tu traverses quand justement tu es confronté à la solitude? Vraiment s'observer sans jugement. Et ensuite, on va aller vers l'identification des déclencheurs. Quel type de personne nous attire? Pourquoi? Mais pour moi, les déclencheurs, il y a encore quelque chose d'un peu plus profond. Et ensuite, aller reconnaître ces schémas
C'est un peu le truc de tiens, j'ai déjà fait ça dans une autre relation en fait. Ah, ça s'est déjà passé. C'est un peu ce truc permanent qu'on vit dans les relations. Ça ne veut pas dire que vous y êtes destiné, ça veut juste dire qu'il y a un schéma relationnel qui est là. Et mieux on l'identifie, plus vite on l'identifie, plus vite on peut travailler dessus. Et ensuite, accepter de se responsabiliser. Pour moi, ça, c'est hyper important. Je rencontre beaucoup de personnes. Pourtant, souvent, quand je les rencontre, ce n'est pas des personnes qui vont jusqu'au coaching parce que moi, personnellement, j'ai envie d'être et de travailler avec des personnes qui se responsabilisent, qui ne sont pas dans la victimisation ou qui diabolisent pas les relations. Ça m'est arrivé de refuser de travailler avec des personnes parce que de toute façon, avant même de travailler ensemble, elles me disaient en vrai, je ne sais pas ce que tu vas m'apporter. Si tu sais pas ce que je vais t'apporter, vaut mieux qu'on ne travaille pas ensemble parce que ça veut dire que tu ne prends pas ta responsabilité et que tu penses que je vais faire le travail à ta place. Personne ne fera jamais le travail à votre place. C'est pour ça que c'est important de se dire ok, maintenant j'ai vu tout ce que je faisais au quotidien, etc. Et je vais prendre ma responsabilité et je vais voir comment moi je peux faire changer les choses. Et si vous n'arrivez pas de vous-même, ce qui est fort probable parce que n'oubliez pas, vous êtes dans votre cerveau. Le cerveau, il a des mécanismes bien précis qu'il a mis en place pour se sécuriser à un moment. Donc, vous n'allez pas être capable de le faire par vous-même. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les outils concrets? Le premier truc que je vais vous dire, c'est de développer la tolérance à la stabilité. C'est déjà en fait d'aller chercher, quand vous visualisez en fait la sérénité et la stabilité dans une relation, à quoi ça ressemble. Et à quoi ça ressemble pour vous, afin que vous puissiez le voir de manière sexy et attirante, presque. Ok, qu'est-ce que j'aime chez quelqu'un qui est stable? Et au contraire, qu'est-ce que j'aime chez quelqu'un qui ne l'est pas? Qu'est-ce que ça vient dire de moi, en réalité? Ensuite, il faut travailler sa relation à soi. Ça, c'est un peu le truc de « mais regarde comment je fais pour avoir une meilleure estime de soi ?» En fait, c'est du taf. C'est du taf et ça se cultive au quotidien. Ça fait des années que moi, je travaille dessus et ça ne veut pas dire que c'est tous les jours parfait, mais c'est en fait comment je vais aller combler mes propres besoins émotionnels. Et ensuite, c'est aussi pratiquer le dating conscient. Si vous avez envie de dater, bien sûr, parce que ce n'est pas une obligation. Vous avez aussi, peut-être, si vous avez été dans des grandes périodes de dating et que ça n'a pas fonctionné, franchement, foutez-vous la paix et donnez-vous le droit de ralentir. Mais pourquoi je parle du dating conscient? J'ai fait un podcast il y a quelques temps qui s'appelle « Dater sainement ». Je pense que c'est aussi important, c'est comment je peux ralentir, observer, questionner mes propres choix. Est-ce que la personne, elle me correspond? Est-ce que j'ai vraiment envie de la revoir? Si oui, pourquoi? Est-ce que là, quand cette personne, elle a dit ça et que ça m'a fait tiquer, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que c'est venu toucher? Est-ce que c'est venu toucher des valeurs ou est-ce que c'est juste venu toucher l'estime que moi, je peux avoir de moi et que j'ai un peu peur qu'une personne puisse me correspondre? Et évidemment, je ne peux que vous inviter à vous faire accompagner. Personnellement, je vous accompagne sur plusieurs mois pour sortir de la dépendance affective et des schémas relationnels toxiques. N'hésitez pas d'ailleurs à soit me contacter directement, soit à réserver un appel avec Léa, qui est une personne de mon équipe et qui vous recevra pour que vous puissiez parler de mes accompagnements et voir ce qui peut vous correspondre le mieux. Pour récapituler et pour conclure, n'oubliez pas que cette ambivalence-là n'est pas une fatalité. Pour moi, je me suis toujours considérée comme un énorme paradoxe, alors qu'en réalité, c'était juste tous mes patterns, tous mes schémas qui venaient me bousculer et qui venaient faire que j'étais pas... En fait, je ne pouvais pas gagner en clarté. Tout était flou pour moi, mes relations, la manière dont je fonctionnais, le pourquoi je rencontrais des personnes qui me correspondaient pas. En fait, cette ambivalence-là, elle était maintenue et entretenue parce que quelque part, elle me sécurisait aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprogrammer tout ça, on peut sortir de la dépendance affective, on peut changer ses schémas relationnels. Donc, pour commencer, rien que cette semaine ou dans les semaines à venir, juste observez vos contradictions et votre ambivalence sans vous juger. Et ensuite, vous prendrez le temps de voir comment vous vous sentez et ce qui peut peut-être être un schéma et ce qui peut surtout être modifié. Je vous invite à laisser des commentaires sur cet épisode de podcast si vous en avez envie. Sinon, n'hésitez pas à me contacter soit directement sur Instagram, soit via mon adresse mail que je vous mets dans la description de cet épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien. Prenez soin de vous avec tout mon amour, comme toujours, et à la semaine prochaine.